Je rejoins mes amis. Bonsoir à tous, alors moi je m'appelle Rastello, je travaille au service enquête du Nouvel Obs, je travaille sur les violences sexuelles, j'ai notamment travaillé sur la pédocriminalité dans l'église et j'ai aussi travaillé sur le procès des viols de Mazan et actuellement je couvre avec une de mes collègues le procès de l'ancien chirurgien Joël Squarnec devant la cour criminelle du Morbihan. Alors ce soir on a M. Taquet, Mme Créoff, M. Chambry. Est-ce que peut-être tout de suite vous pouvez nous dire en fait ce que vous avez pensé de cette pièce très forte que nous venons de voir? C'est-à-dire que il y avait énormément évidemment d'émotions et j'étais vraiment sous le choc de l'histoire qui était racontée parce qu'elle est très proche des situations cliniques que je vois au quotidien. Donc il y a un tel réalisme que j'étais vraiment très touché de l'expression qui est très juste et de tous ces phénomènes qui se mettent en place. Et ce qui, je trouve, est très intéressant à apercevoir, c'est qu'il y a les événements traumatiques en eux-mêmes et ce poids du silence et de tout un système qui maintient le silence et qui empêche l'expression de cette parole et comment nous aussi soignants parfois certains sont en difficulté pour pouvoir être à l'écoute de cette parole et je trouve qu'on en vit bien toutes les difficultés et les ravages que ça peut faire et les délais parfois nécessaires avant que ces paroles puissent s'exprimer. On voit très bien que l'inceste est scellé dans le silence. Ça apparaît très fortement dans la pièce. Madame Créoff, quel a été votre ressenti? Oui, tout à fait, je partage ce qu'a dit Jean Chambry. C'est l'histoire de cette petite fille. En plus, le fait de passer par les fables de La Fontaine, qui sont vraiment un parfum d'enfance, et de voir comment ce parfum d'enfance se délite. Et puis ce que j'ai apprécié, au-delà de tout ce qui vient d'être dit, c'est en effet cette anatomie du système familial, les personnages du père, de la mère, du grand-père, avec qui décrivait si bien ce carcan qui se referme et qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Et puis, bien évidemment, le poids du mensonge, le poids du silence qui était extrêmement bien montré. Et j'ai beaucoup apprécié aussi les intermèdes dansés qui nous faisaient ressentir dans notre corps ce que ce corps d'enfant avait subi et ce que ce corps d'enfant était en train de nous dire. Je trouvais vraiment qu'il y avait plein de facettes très prenantes, et puis alors très pédagogiques, plein d'infos sur la réalité de l'inceste, sur la réalité actuelle du droit, sur comment se passe un procès. Donc voilà, une pièce complète avec plein d'émotions et des très jolies trouvailles artistiques, j'ai trouvé. Extrêmement efficace, je trouve. En tout cas. Enfin, c'est le public qui nous le dira. Ouais. Et vous, Monsieur Taquet, qu'en avez-vous pensé, vous qui avez donc installé la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants? Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir, même si pour évidemment parler d'un sujet douloureux et touchant. Écoutez, assez peu de choses à rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, que je partage totalement. Effectivement, c'est un sujet multiples facettes, multidimensionnelles. Je trouve que la pièce, effectivement, aborde bien l'ensemble de ces aspects-là. La question du rôle de l'entourage est évidemment assez centrale et je pense qu'en termes de réflexion, de recherche, je pense que c'est un champ qui doit encore être investigué, notamment par la CIVIS, parce qu'on voit à quel point cette chape de plomb est imposée par, là en l'espèce, le cercle familial. Ce que je trouve particulièrement aussi intéressant, je ne sais pas du tout si c'était le propos de l'auteur, c'est qu'on est dans un contexte par ailleurs, alors il y a tout le contexte familial, et c'est central, évidemment, il va largement en parler, mais par ailleurs, on est aussi dans un contexte d'un métier, d'un corps de métier, d'une profession, où le rapport à l'autorité est particulier. Celui de la cuisine dont on sait, enfin je ne connais pas grand-chose, mais j'ai cru comprendre que c'était un milieu assez dur, l'autorité s'exprimait de façon assez difficile, et on sait, alors vous le savez, 80% des violences sexuelles faites sur enfants ont lieu dans un cadre familial. C'est majeur, c'est massif, ça a été dit, mais il y a aussi le reste,
les autres cadres, les autres contextes, et on sait qu'il y a un certain nombre de contextes où justement la notion d'autorité est forte, dans certaines professions, dans certains contextes. Parfois, la question du rapport au corps aussi est particulier. Je pense à la question du sport, du rapport entre l'entraîneur et l'élève. Et voilà, une façon un peu plus incidente peut-être, mais ça aborde aussi, ça évoque aussi cet aspect-là. J'ai trouvé ça, ouais, cette superposition de ces deux contextes malheureusement favorables ou défavorables à l'intervention de ce genre de situation particulièrement intéressant et plutôt fin. Des chiffres sont donnés en fait dans la pièce, mais c'est vrai qu'on peut peut-être dire que 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année, que 10% des Français, selon une étude de Face à l'inceste, auraient été victimes d'inceste, ça fait plus de 6 millions de personnes. On répète aussi souvent que sur une classe de 30 enfants, ça fait 2 ou 3 élèves en fait qui sont concernés. Vous avez lancé la CIVIS, donc la commission qu'on vient de nommer, vous en êtes tous les deux des membres. Quelle serait pour vous aujourd'hui la priorité? Bien, on vient juste de rendre un rapport à la ministre de Vautrin avec nos 15 priorités pour la CIVIS. Parmi les priorités, ça serait d'une part de mieux former, bien évidemment, de prévenir, c'est-à-dire d'informer les enfants. Et on sait qu'on a le programme Évrard qui, nous espérons, va pénétrer dans chaque classe pour informer les enfants, mais ça ne suffira pas. C'est le programme de l'éducation à la vie affective et sexuelle. Voilà. Et ça ne suffira pas parce que le déni et le silence et l'assignation au silence est énorme. Et donc ce que nous souhaitons, c'est que l'enfant qui parle, l'enfant qui ose révéler quand les circonstances s'y prêtent, soit protégé dès le début de l'enquête. Qu'on arrête de l'entendre et puis de le renvoyer chez lui, où il rencontrera de nouveau son agresseur présumé. Et puis on espère aussi qu'on lui laissera le temps de se reconstruire et le temps de trouver le courage de parler. Et donc nous espérons qu'il y aura l'imprescriptibilité des crimes d'inceste, de façon à ce que l'agresseur ne soit jamais tranquille, comme la victime n'est jamais tranquille. Donc voilà, nos priorités, mais il y en a d'autres. Ce à quoi vous faisiez référence à l'instant, n'est-ce pas l'ordonnance de protection provisoire, en fait, qui fait partie d'une proposition de loi qui vient d'être déposée? Oui, qui vient d'être déposée par la députée Perrine Goulet, qui prévoit que le procureur de la République puisse protéger l'enfant dès le début de la révélation et de dire, ben voilà, j'interdis que cet enfant ait des contacts avec telle et telle personne, pour éviter le risque de la réitération, pour éviter les menaces, pour éviter les chantages affectifs. Après, on s'étonne qu'il y ait tant de rétractation, mais quand l'enfant côtoie tous les jours son agresseur, bien sûr qu'il arrête de parler. Donc voilà, donc on espère que cette proposition de loi ira jusqu'au bout et qu'on aura comme ça construit pierre à pierre la protection de ces enfants qui révèlent l'inceste. En tout cas, on va vers quelque chose de concret qui peut se concrétiser et ça pose la question justement de comment le politique en fait s'empare de ce sujet-là. En fait, l'inceste est aussi un sujet politique, bien sûr, social, historique et politique. Éminemment politique, anthropologique, social, philosophique. Et je pense que c'est et ça dépasse évidemment bien largement le politique. Le politique a son rôle à jouer. Je pense que dans les priorités qui demeurent, je le disais souvent, s'agissant de la question de l'enfance dans son ensemble, le premier enjeu, c'est de continuer à en faire un enjeu. Car en réalité, toutes les questions qui ont trait à l'enfance, sur les sujets les plus dramatiques comme ceux qu'on partage ce soir, ou sur les sujets qui le sont moins, en réalité, la place de l'enfant dans notre société est encore minorée. Il est encore assez peu considéré comme un sujet de droit plein et entier. C'est encore un adulte en devenir. Et tout ça est enraciné dans notre culture, dans notre histoire. Donc il y a ces chiffres que vous évoquez, qu'on affine au cours du temps, grâce à la CIVIS, grâce à la SIAZ, dont je me suis beaucoup inspiré pour créer la CIVIS. Qui avait donné ce chiffre de 5,4 millions de personnes en population générale. En population générale, effectivement, une étude avec, effectivement, mais ces chiffres, globalement, on les connaît. Et régulièrement, il y a des gens qui prennent la parole. Il y a Eva Thomas, en 1986, je crois. Et depuis, il y a eu des livres, il y a eu des prises de parole, il y a eu des films. Et à chaque fois, on tombe un peu de notre chaise devant ces chiffres-là. Et ces chiffres, on les connaît en réalité. Et assez
rapidement, pour les raisons qui ont été très bien exposées à la fin de la pièce, parce que ça vient percuter notre ordre social, ce qui fonde notre ordre social, notamment la famille, et bien on remet le couvercle du déni individuel, parce que peut-être que ça aussi interroge notre propre trajectoire individuelle, et que c'est pas simple, mais aussi collectivement, et on referme le couvercle. Donc c'est en réalité, même si je pense et j'espère qu'il y a des effets cliquets qui s'opèrent, notamment grâce au mouvement de la société civile, à la prise de parole courageuse des victimes, au hashtag MeTooInceste et autres, il y a des effets cliquets, mais c'est un combat permanent. Et en permanence, le politique et globalement la société civile, on doit en permanence remettre ce sujet sur le devant de la scène médiatique et politique. Et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle moi j'ai voulu créer la Civise. C'est qu'au-delà des alternances politiques, qui par ailleurs s'avèrent de plus en plus nombreuses ces derniers temps, et bien qu'il y ait une espèce de pérennité et de continuité, et qu'il y ait toujours là une instance qui soit là pour nous rappeler qu'il y a un sujet et qu'il ne faut pas qu'on referme le couvercle. Ça, c'est l'enjeu majeur. C'est un peu peut-être nébuleux, comme ça, mais c'est majeur en réalité, parce que ça renvoie à ce déni collectif, à ce silence collectif que nous imposons aux victimes. Ensuite, très brièvement, il y a la prévention. Michel l'a évoqué. Dans les pays du Nord, depuis très longtemps, on parle de ces sujets, sans faire porter la responsabilité sur les épaules des seuls enfants, hein, que les choses soient très claires. Dans les pays du Nord, depuis très longtemps, on sait parler de ces choses-là aux enfants dès qu'ils ont 3-4 ans. Qu'est-ce que c'est le consentement, le rapport au corps, ce genre de choses. En France, on voit à quel point on galère pour, et je peux vous dire, je l'ai vécu, hein, sur le cours de la vie affective et sexuelle, en fait, ça fait des années, moi, que j'ai essayé de le réintroduire. Hein. On va peut-être y arriver enfin là. Bon, et puis un dernier truc, il y a beaucoup de choses, mais je me permets de l'ajouter parce qu'on l'évoquait assez peu. En France, sur ces sujets-là, comme sur plein d'autres sujets, hein, on n'a pas la culture de la prévention. Et la prévention, c'est aussi travailler sur les auteurs. Et ça, c'est un peu moins intuitif. Et on en parle assez peu. On en parle très peu. Or, travailler sur les auteurs, bah, c'est éviter peut-être le passage à l'acte, c'est clairement éviter la récidive. Et ça, on fait très peu, parce que c'est pas dans notre culture, parce que bah, peut-être politiquement aussi moins facile. Mais il y a des choses à faire là-dessus, et il y a notamment des psychiatres qui travaillent justement sur le suivi des injonctions de soins sur les auteurs de crimes sexuels. Ils sont réunis au sein d'une fédération qui s'appelle les CRIAVS, acronyme assez barbare, je vous le concède, et qui travaillent là-dessus. Et moi, quand j'étais ministre, on a soutenu une initiative qu'ils avaient faite, qui existe depuis 15 ans en Angleterre et en Allemagne, et qui fonctionne, qui est de créer une ligne téléphonique pour que les pédocriminels en puissance, bah, quand ils ressentent des pulsions, puissent appeler et avoir au bout du fil quelqu'un à qui parler de leurs pulsions, un psychiatre, un psychologue, et commencer à être intégré, réorienté vers un parcours de soins pour essayer de les soigner. Voilà. C'est des choses dont on parle moins, c'est pour ça que je me permets, je suis assez... Enfin, c'est une priorité parmi d'autres, de toute façon, il n'y a que des priorités vu l'ampleur du... On pourrait envisager aussi, pourquoi pas, une campagne à destination des auteurs. Enfin, on pourrait, une campagne d'information. Il y en a en Angleterre et en Allemagne. C'est comme si on en était encore loin. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Monsieur Chambril, vous êtes pédopsychiatre. Il a été question de la mémoire traumatique dans la pièce. C'était assez finement expliqué. Qu'est-ce que vous constatez au quotidien, en fait, quand vous rencontrez des personnes qui ont été victimes d'inceste, en fait, et de par la particularité de ce crime, qui est vraiment un crime de lien, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est-à-dire que déjà, ces représentations du psychotraumatisme et de ses effets sur le fonctionnement cognitif, émotionnel, ils ont eu du mal à se diffuser en France, parce qu'on avait une culture, d'autres modèles qui ont fait que pendant longtemps, on a eu du mal à relier les théories psychologiques, les connaissances sur le développement du cerveau. Là, c'est en train de s'améliorer, et c'est vrai qu'il y a des techniques de thérapie qui sont apparues et qui sont différentes. La difficulté, c'est que les symptômes, ça a été montré, troubles du comportement alimentaire, addiction, ne sont pas spécifiques. Donc, on peut avoir des troubles du comportement alimentaire sans avoir été agressé sexuellement. On peut développer des addictions sans avoir été victime d'inceste. Et ce qu'il faut, c'est rassembler les différents éléments là où le patient peut au départ ne pas pouvoir mettre de mots sur ce qu'il comprend, mais, et comme ça a été montré, repartir du corps, des sensations, pour que des mots surgissent.
et d'accepter du coup dans la rencontre avec les patients, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé au cours de mon métier, c'est combien nous avions dans notre formation au départ des attentes de satisfaction intellectuelle. C'est-à-dire que vous attendez le patient qui vous raconte une histoire, qui va vous faire gamberger des associations extraordinaires, où vous pourrez raconter, alors là, vous vous rendez compte, c'est comme chez Hitchcock, hein, c'est magnifique. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. On rencontre des patients qui n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, qui se sentent en difficulté pour faire confiance à quelqu'un, pour parler de son intimité. Et donc il y a tout ce travail préalable de pouvoir accueillir quelqu'un là où il en est et vraiment cheminer avec lui, comme ça a été très bien montré dans la pièce, et s'adapter à son rythme de ce qui peut pour lui apparaître comme quelque chose qui met du sens sur ce qui se passe en lui, mais ça prend du temps. Et c'est aussi ça qui peut être difficile dans le parcours judiciaire, parce que la temporalité du soin n'est pas la temporalité judiciaire. Et pour certaines personnes, on va leur dire « mais c'était où? À quel endroit? Mais vous n'êtes pas précis, vous avez changé 10 fois de version, vous racontez n'importe quoi ». Alors qu'effectivement, il peut y avoir des confusions dans les personnes, des confusions dans les lieux, et nous, on doit être là, dans cette permanence d'accompagnement, pour comprendre, pour accompagner et permettre que la parole vraiment se développe, sans être dans une position d'enquêteur. Et c'est pour ça que la formation est très importante. C'est que nous, soignants, c'est vraiment l'accueil inconditionnel de la parole, et dans quelque chose où, et ça il y a plein d'études qui montrent que dans les thérapies, ce qui aide, c'est quand on se sent reconnu dans l'investissement du thérapeute. Je sens que le thérapeute m'accepte tel que je suis, où je suis, et là, à partir de là, il y a une reprise de la confiance, parce que ce qu'il faut avoir en tête, en dehors de tous ces troubles qui sont décrits, c'est la rupture dans la confiance en l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est, et c'est en fait tous les ravages, c'est comment je vais pouvoir penser qu'un être humain peut être bienveillant, penser à moi, et avoir envie de m'aider à travers toutes ces expériences que j'ai faites qui ont détruit ce lien de confiance qui est la base de ce qu'on vit dans la sécurité avec nos parents au départ. Alors, toutes les agressions sexuelles sont traumatiques, mais la particularité de l'inceste, c'est que là où vous avez les ressources d'amour les plus profondes, et je trouve qu'on voit bien dans cette pièce, t'étais la préférée, regardez dans la fratrie ce qui se joue, et il y a quelque chose là de terrible de vivre. Voilà, les personnes qui sont censées m'aimer le plus au monde, qui me donnent des choses, il y a des moments que j'aime beaucoup, c'est pourtant celles-là qui m'agressent, qui ne reconnaissent pas mon propre espace psychique, mes ressentis, et qui m'obligent au silence. C'est d'un poids extrêmement lourd. Et si on parle un peu du judiciaire, justement, on sait que très peu d'affaires arrivent devant les tribunaux et que beaucoup sont classés sans suite, une immense majorité. Qu'est-ce qu'on peut peut-être espérer ou envisager pour un meilleur traitement judiciaire des violences sexuelles sur mineurs et notamment de l'inceste? Je crois que ce qu'on peut espérer, c'est d'une part que tous les professionnels de la chaîne judiciaire soient clairement formés, comme le disait Jean. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'on laisse du temps au temps à la victime, parce que avant de pouvoir parler et avant de pouvoir demander réparation, vous avez vu tout le chemin qu'il faut parcourir. Et je pense que ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait une commande sociale, c'est ce que disait Adrien Taquet, c'est-à-dire qu'on reste vigilant et qu'on soit extrêmement exigeant vis-à-vis de notre système judiciaire, pour qu'en effet, il n'y ait plus de choses-trappes, qu'il y ait des magistrats formés, qu'il y ait un préalable de confiance, et que tout ce que la victime est obligée de soulever comme poids du déni, elle ne soit pas toute seule à le soulever. Et donc ça, c'est une transformation culturelle. C'est ça qu'il faut vraiment entendre. Hein. C'est que c'est véritablement une transformation culturelle que les victimes sont en train de nous demander de faire. Et ça va, je pense, prendre du temps, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et que de plus en plus la chaîne judiciaire s'adapte, que de plus en plus les gendarmes et les policiers se forment. Après, mais la pièce le dit aussi très bien, l'inceste n'est possible aussi que dans une société où la question de la disponibilité du corps des femmes et des enfants à l'intérieur de la famille, mais aussi à l'extérieur,
est une vraie question. Et que la chaîne judiciaire, elle est aussi le reflet de la mentalité du plus grand nombre. Donc il faut véritablement aussi transformer la mentalité du plus grand nombre et faire en sorte que le corps d'un enfant soit sa propre propriété à lui et qu'il ne soit disponible que pour lui jusqu'au moment où il sera assez mûr pour qu'il soit disponible pour quelqu'un d'autre qui l'aura choisi. Et ça, c'est une transformation culturelle. Et vous parliez de révolution culturelle tout à l'heure, ce serait vraiment ça qui serait nécessaire. Et du coup, ce serait une prise de conscience aussi peut-être encore plus grande que qu'il y a actuellement, je ne sais pas. Ah oui, c'est vraiment, je crois que les victimes, et pas que les victimes, visiblement les artistes aussi, et ceux et celles qui écrivent des livres, etc., nous demandent une révolution culturelle pour une société où la place de l'enfant soit très clairement celle d'un sujet de droit que l'adulte doit protéger, un sujet vulnérable que l'adulte doit amener jusqu'à l'humanisation et à l'émancipation. Et donc, voilà, nous sommes des donneurs de vie, nous devons assumer d'être des donneurs de vie pour ces enfants. Et la parole, c'est-à-dire d'accepter d'entendre la parole de l'enfant. Trop souvent, on entend « Oh là là, mais c'est des mensonges, c'est des affabulations », on nous met beaucoup. Oui, il y a toujours une ou deux histoires d'affabulation qu'on peut évoquer, et d'ailleurs après il faut explorer comment cette parole s'est construite et ce que ça vient révéler d'autres, mais il y a quand même cette représentation d'un enfant immature dont la parole n'aurait pas de valeur parce qu'il est trop jeune pour avoir conscience de ce qu'il dit. Et on voit bien sur la mise en place de cet accompagnement à la vie affective et sexuelle combien des familles se sentent menacées par l'idée qu'à l'école, on puisse aborder des sujets qui vont permettre d'avoir des citoyens différents, parce que c'est aussi une demande. On a la chance à la Civis d'avoir ce qu'on appelle un groupe miroir, donc on a un groupe d'adolescents entre 16 et 18 ans, de jeunes qui viennent réfléchir avec nous sur les propositions qu'on a envie de faire, sous les formes, et qui sont dans cette attente, qui sont des acteurs eux-mêmes, qui ont des propositions. C'est vraiment, ça fait partie vraiment dans l'engagement à la Civis. On se dit tout le temps, il y a un public qu'on ne peut pas décevoir, c'est ces jeunes qui sont prêts, qui souhaitent des transformations de notre société, même si on sait que, bah oui, quand il y a une force dans un sens, ça crée aussi une résistance, et que les choses ne sont pas simples, et qu'il faut garder cette vigilance pour que les choses continuent d'avancer. Et j'avais envie de citer Dorothée Ducy, cette anthropologue qui a écrit le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste en 2013, et qui dit « On dit que l'inceste est le plus grand tabou, mais en fait non, il est d'une effroyable banalité et massif, et tout le monde sait. » Et parce qu'on dit souvent c'est un tabou, mais en fait tout le monde sait. Donc qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce qu'on en fait? C'est un tabou parce qu'on n'en parle pas, mais effectivement c'est massif, les chiffres sont là pour l'exprimer. Ce que Dorothée Ducy a très bien montré, et ce qu'évoquait Michel Créoff à l'instant, c'est effectivement que derrière tout ça, ça traduit un système de domination en réalité, d'être plus fort sur des êtres plus vulnérables. Que ça soit dans un rapport d'autorité filiale ou dans un autre contexte, quand il y a d'autres contextes, quand ça se passe dans d'autres contextes. Donc c'est en ça que c'est un combat culturel. Et ça renvoie de façon un peu plus... je reviens un peu sur votre question précédente, qui renvoie à la question sur la question de l'écoute de l'enfant. On a beaucoup parlé de libération de la parole ces dernières années, et c'est une réalité, une fois encore, il faut saluer le courage des personnes qui ont parlé. Mais c'est aussi tout autant une libération de l'écoute, c'est-à-dire enfin, parce qu'en fait les victimes elles crient depuis des années, elles crient dans le désert, c'est nous qui ne les écoutons pas. Et donc ça c'est d'un point de vue principiel en quelque sorte, mais de façon très concrète par rapport à la dimension judiciaire et à ce très faible nombre d'affaires qui arrivent à une condamnation et une réparation, si tant est que cela puisse exister, c'est la façon dont on recueille la parole de l'enfant, qui est très importante et qui joue un rôle majeur dans le traitement judiciaire par la suite. Et là, à cet égard, évidemment, Outreau, c'est souvent, a créé un ravage assez dramatique dont on paye encore le prix, mais on a essayé de travailler sur cette question-là, dès avant d'ailleurs la prise de fonction, notamment avec la création de ce qu'on appelle des UAPET, ces unités d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger, où vous avez justement des policiers et des gendarmes formés pour auditionner des enfants. Et il y avait quelque chose qui est très important à mes yeux et pour lequel je me battais et je continue à me battre, qui est ces unités d'accueil, elles sont dans les hôpitaux. Et donc c'est une entrée
par le soin de ces sujets-là. Voilà. Et ça, c'est très très important que les enfants puissent arriver dans un univers d'une part plus rassurant et que tout de suite ça soit une prise en charge par le soin, parce que c'est ça dont ils ont besoin, plutôt que d'être auditionnés dans un commissariat, dans une salle mélanie, ça qui n'est par ailleurs pas un lieu pour un enfant. Et donc ça c'est très important dans le processus de reconstruction, c'est très important sur la qualité de la parole recueillie et donc l'usage que la justice pourra en faire par la suite. Donc c'est aussi une des façons de bien considérer les enfants, leurs paroles, de commencer ce long chemin thérapeutique et par ailleurs d'avoir une efficacité judiciaire améliorée, pas absolue, mais améliorée en tout cas. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour qu'on soit bien au clair de ce qui nous attend comme révolution culturelle à mener. Le droit français a défini l'inceste en 2021, c'est-à-dire au début du XXIe siècle. Avant, il n'était pas défini par la loi. Donc, comme s'il n'existait pas. Ben, ça participe du déni, du tabou, bien évidemment. Hein, quand le législateur ne prend pas la peine de définir quels sont les actes incestueux, quand le législateur ne prend pas la peine de définir des actes de la part de qui dans la famille, quand le législateur ne définit pas exactement les infractions, eh bien oui, ça veut dire que c'est un tabou total, puisque même le droit ne le dit pas. Donc, ça fait 2021, c'est très très récent. Et après, on va passer les questions à la salle aussi, s'il y en a. Non, juste pour compléter le non-consentement que vous avez peut-être suivi en 2021, hein, même époque, on a introduit cette idée de seuil de non-consentement donc à 15 ans. Hein, donc aujourd'hui, sauf s'il y a 5 ans d'écart, mais interdiction. Donc ça, c'est un principe, voilà, interdiction pour un adulte d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans. Un principe absolu. Et 18 ans pour l'inceste. Et ça, l'inceste, c'est interdit. Point barre, il n'y a pas de 18 ans, pas 18 ans, hein, même entre majeurs consentants, que les choses soient très claires, l'inceste est interdit. Donc là, il faudra revenir là-dessus parce qu'il y a eu une petite sortie de route. Effectivement. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça fait partie du tabou. Hein, c'est-à-dire que, oui, au départ, d'abord, le péché de chair, avant même qu'on parle d'inceste, le péché de chair, et la difficulté de la place de l'enfant dans une société, notamment dans une société où il y a des principes religieux, c'est clair, c'est que l'enfant, il est né du péché. Hein, et donc, il est le fruit du péché. Donc ça va être, l'image de l'enfant est toujours très ambivalente. C'est à la fois celui qui est né du péché, donc il a comme ça un côté démoniaque, hein, et à la fois, en tout cas dans la religion chrétienne, c'est aussi l'enfant Jésus, c'est-à-dire celui qui vient racheter les péchés de l'humanité. Et donc on est toujours dans cette ambivalence-là, où il y a à la fois un enfant démon, et à la fois un enfant vulnérable et innocent qui nous rachète. Et donc voilà, quand je parle de révolution culturelle, quand on parle de comment on redonne une vraie place à l'enfant et à l'enfant vrai qui existe en vrai, eh bien c'est aussi retravailler, revisiter tous nos mythes fondateurs qui, en effet, ont construit un peu le tabou, même beaucoup le tabou de l'inceste. Et ça pour le dire, je laisse mon collègue... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, en tout cas, sur l'enfant Jésus, et quand même, le prix à payer pour nous racheter, il est fort. Hein. C'est quand même aussi la culture du sacrifice. Voilà, enfin, il y a beaucoup... Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Enfin, je crois que ce qui est compliqué, c'est... nous avons un ordre hiérarchisé des choses qui structure notre société. Et ce qui est difficile, c'est qu'il va falloir déhiérarchiser les choses, accepter que non, il n'y a pas l'homme au-dessus de la femme au-dessus de l'enfant, et voilà, etc. Et d'arriver à déconstruire, et évidemment que ça fait peur de déconstruire, et que tous les apôtres du chaos, ah mais si on déconstruit, ça sera le chaos, amène aussi des mouvements contre, parce que ça fait aussi travailler en particulier sur les mineurs auteurs, puisqu'il y a un certain nombre de mineurs qui sont auteurs de violences sexuelles, et de comprendre les mécanismes qui sont en cause
pour avoir effectivement des cadres thérapeutiques qui permettent de lutter contre cette répétition et de pouvoir là aussi transformer les choses et rompre ce cercle de la répétition, parce que dans un certain nombre de situations, là on a le père qui est victime, on a aussi des mères qui ont été victimes et qui pour autant ne seront pas en mesure de protéger les enfants du prédateur qui existe à la maison, que ce soit le père ou parfois l'oncle ou le grand-père, alors qu'elles-mêmes ont été victimes. Donc tout ça, ça pose un certain nombre de questions, mais ça touche de l'irreprésentable. Comment une mère peut passer à côté de choses comme ça? Et c'est vrai qu'on a là aussi à beaucoup transformé les choses, et je me disais aussi comment dans cette société accepter qu'on en parle sans que l'opprobre gagne tout le cercle familial, parce que ce qui parfois peut être un argument donné, c'est mais tu te rends compte la honte sur toute la famille qui va exister, si tu parles, c'est détruire tout notre cercle, tu seras peut-être victime, mais comme nous, tu seras banni, et tu auras tout à perdre, alors qu'on va essayer d'arranger les choses en famille, et là au moins, voilà. Et comment on pourrait aussi transformer ces questions-là, puisque c'est si fréquent. Pourquoi on regarderait ces gens avec honte et réprobation, puisque ça fait partie de notre humanité, c'est ça qu'il faut entendre. Devant le micro peut-être, nous vous entendez. Si vous le mettez devant votre... Oui, ça rejoint ce que vous avez dit et ce que vous avez dit précédemment. Sur moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement, c'est le prédateur, c'est l'auteur du crime. Pour avoir suivi justement en prison quelqu'un qui avait commis ce crime-là, j'ai découvert la souffrance de ce criminel, et qui disait lui-même être au bord d'un puits. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait familialement, il y avait des cas d'inceste dans sa famille. Donc moi je pense qu'il faut aussi se pencher sur cette souffrance-là, de cet être qui est en malade, et qui peut-être doit être suivi, psychanalytiquement, ça a été le cas d'ailleurs, il a été suivi, et qui peut recommencer aussi à vivre, et peut-être commencer une autre vie avec d'autres enfants, et d'une façon normale. Alors, je me dis qu'il y a forcément, il faut s'occuper des enfants, il faut les mettre en garde, il faut les soigner, mais il faudrait peut-être aussi faire une campagne masculine en mettant les hommes en garde contre cet instincts qui fait qu'ils ne parviennent pas à se maîtriser face à un enfant, etc. Il y a aussi peut-être, on peut peut-être prévenir aussi cet instinct en demandant à ces hommes, aussitôt qu'ils ressentent quelque chose de trouble, d'aller consulter. Ce ne sont quand même pas, ce sont des monstres, mais ce sont aussi des gens extrêmement malades et que l'on peut rétablir dans une vie normale. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'ils ne se présentent pas comme des monstres. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux monstrueuse, et il y a une partie d'eux, comme dans ce personnage, qui est un cuisinier hors pair, c'est ça aussi qui fait toute la complexité de ces personnages à plusieurs facettes. Parce que, voilà, et l'intérêt de la ligne que M. Taquet a évoquée, qui est déjà, c'est un énorme progrès. J'ai une ligne où je peux parler à quelqu'un sans avoir la peur que la police me tombe dessus, sans avoir la peur d'être rejeté comme un monstre, parce que c'est ça cette monstruosité, elle peut exister chez beaucoup de personnes. Alors, et c'est ça il ne faudrait pas croire, c'est le risque avec la psychiatrie, qu'il y aurait d'un côté les malades mentaux, les fous, et de l'autre côté les personnes qui sont totalement indemnes. Il y a une continuité. Et ce qu'on a vu dans la pièce aussi, c'est justement que les prédateurs sont monsieur et monsieur tout le monde, et justement ne sont pas des monstres. Et que peut-être que c'est la façon dont on les voit aussi, dont on c'est rassurant de les voir pas comme les voir, voilà. Parce que finalement... Et ça on voit justement dans les judiciarisations, etc. Les familles, et on le voit aux urgences, une famille qui présente bien et qui nous renvoie quelque chose de notre milieu. Non. Alors que la famille précaire, qui prononce mal, etc., là,
il tombe un peu dessus assez rapidement, parfois trop rapidement. Vous voyez, il y a des effets de miroir. Comment Monsieur Lacascane, un chef cuisinier étoilé, pourrait avoir fait des choses comme ça? C'est trop dérangeant. C'est exactement ce qu'on voit dans le procès de Joël Le Scornec actuellement. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes schémas. Est-ce qu'il y aurait une dernière question en fait, Oui, ici. Bonsoir. Merci pour vos explications très intéressantes. Là, on voit dans la pièce qu'au moment du verdict, le personnage ressent un très grand soulagement. Et je me demandais, surtout parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui décrivent un procès, mais qui s'arrêtent au moment du verdict, quel est l'effet pour la victime de ce verdict? Est-ce qu'elle en a besoin pour sa reconstruction? Est-ce qu'il y a un accompagnement post-verdict? Et si oui, lequel? Alors, là encore, il faut accepter qu'il y ait des différences. Il y a des victimes qui ne souhaitent pas cette judiciarisation et qui arrivent à se reconstruire. Voilà, parce qu'on pourrait avoir le mythe de « Ah bah la justice s'est prononcée, la personne va aller mieux ». Alors, oui, pour certaines personnes, c'est surtout la question, et on le voit bien dans la pièce, quand elle demande à sa mère « Est-ce que tu me crois ?» Ça, c'est vraiment un moment capital. La personne qui compte le plus haut, « Est-ce que tu me crois ?» Et d'être face à quelqu'un qui doute, c'est insupportable. Finalement, donc, tu n'es pas sûr de me croire. Et donc, la justice vient dire quelque chose de ça. On vous croit. La justice s'est prononcée. Pour autant, c'est pas pour autant que tout va être rose et certains doivent continuer effectivement l'accompagnement pour se reconstruire. Il y a pas mal de témoignages aussi parce que comment je vais faire confiance à un homme? Comment je vais pouvoir m'autoriser à retrouver du plaisir dans la sexualité sans craindre? C'est un énorme travail. Il y a des choses très complexes à remettre au travail pour se dire, voilà, je retrouve une certaine sérénité. C'est possible, mais c'est un gros travail. Et ça nécessite un certain nombre de choses. Et c'est sûr que quand la justice se prononce, c'est un facteur facilitateur. Après, il faut qu'on accompagne aussi tous ceux pour lesquels il y aura non-lieu, c'est trop flou, on ne peut pas se prononcer, qui avaient énormément d'attentes et qui sont extrêmement déçus, mais de pouvoir pointer qu'ils ont eu le courage de la parole. Alors ça n'a pas été au bout, mais ça c'était déjà énorme et ça a pu mobiliser parfois un certain nombre de choses. Ce qui interroge, on ne va pas ouvrir le débat là, mais la question de la prescriptibilité, hein, quand même. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la loi en 2018 a été changée, d'ores et déjà, c'est 30 ans. La prescription a été portée 30 ans à partir des 18 ans de la victime, en gros, pour faire simple. Donc ça vous amène, sachant que les victimes en moyenne sont aux alentours de 7-8 ans. Donc vous voyez, c'est 18, 30, 48 ans, donc c'est 40 ans potentiellement après les faits. Et à un moment, la justice a besoin, malgré tout, d'éléments matériels pour pouvoir juger et condamner dans le système actuel. Et donc il y a quand même le risque, mais d'ores et déjà aujourd'hui, peut-être, plus encore, en tout cas c'est une des questions qui est soulevée s'agissant de la prescriptibilité, peut-être davantage encore, si la prescriptibilité est instaurée, et avec donc ce risque qu'on ait laissé entrevoir aux victimes la possibilité mais qu'in fine, on leur ferme la porte au nez à la fin du procès, parce que malheureusement, le temps ayant passé, que ça soit de l'ordre de la mémoire ou des éléments plus matériels, tout ça se soit dissipé. Donc c'est une vraie question. Si vous me permettez juste, enfin, je saute un peu d'autres sujets, mais évidemment, on l'a dit, ce sont les faits, et ça traduit ce système d'un peu de domination qu'on évoquait, cette dimension hautement culturelle. C'est 80-90% des auteurs sont des hommes. Il y a aussi des femmes. Voilà. Et ça, du point de vue de la victime, il n'y a pas de raison. On n'est pas sur un truc numérique, hiérarchique, etc. Du point de vue de la victime, chaque victime se vaut. Et donc la question de l'inceste féminin, notamment, même s'il est minoritaire, doit aussi être abordé pour les victimes qui en ont été victimes. Et ça, c'est un sujet qui est encore à creuser. Et puis il y a un autre sujet, Michel sait qui m'est cher, c'est la question des violences sexuelles et de l'inceste sur les enfants en situation de handicap, voilà, qui sont globalement, de toute façon, enfin, c'est la même façon pour les femmes en situation de handicap, etc.
4 à 5 fois plus victimes de violences et de violences sexuelles que les autres. Et moi, j'ai souvent envie de dire que là, on est dans un momentum, peut-être, où on va enfin confronter ce sujet des violences sexuelles faites aux enfants. Mais si on laisse passer le train des enfants les plus vulnérables, c'est-à-dire le gamin handicapé, autiste, non oralisant, qui est au fin fond d'un IME, si lui, on ne résout pas son problème là, le train il va passer il reste au fond des limbes pendant les 50 prochaines années. Je crois que c'est une des préoccupations de la CIVIES actuellement. Alors, c'est écrit noir sur blanc sur la lettre de mission de 2020 de la CIVIES, et je me permets régulièrement de rappeler que c'est une priorité, effectivement, ça doit être une priorité de la CIVIES. C'est très compliqué comme sujet, c'est fondamental. C'est une question morale, hein. C'est une question très concrète, c'est une question aussi de morale et d'éthique collective. Je veux peut-être, pour rebondir sur la question de madame aussi, sur la question qu'est-ce qui se passe après un procès, il y a aussi comment la société peut dire qu'elle croit. Il n'y a pas que la justice qui peut dire qu'elle croit. C'est pour ça que vraiment, il faut qu'il y ait une révolution culturelle profonde. On a des tas de façons de dire aux gens qu'on côtoie. La société a des tas de façons de dire qu'elle croit les victimes. Bien évidemment la culture, bien évidemment l'art, bien évidemment les collectifs, bien évidemment des combats en commun, bien évidemment des associations, etc. C'est-à-dire que c'est... Parce que si on attend tout de la justice et tout du procès, on va se planter. Hein. Moi, je connais plein de victimes d'inceste qui ne veulent pas obligatoirement que papa aille en prison. Elles veulent qu'on les reconnaisse comme victimes et elles veulent qu'on leur dise « oui, ça t'est arrivé ». Et bien, comment on fait pour que ça puisse se dire dans un lieu symbolique, avec une croyance dans la parole de l'autre qui le libère de sa culpabilité et du poids de porter tout seul. Donc on va avoir des choses à inventer, et je pense que le fait qu'on invente des choses va me rendre plus bienveillante notre société pour tout le monde, et pas simplement pour les victimes. Je donne la parole. Il y a aussi la justice, c'est une chose qui existe, pas inventée, et qui existe dans d'autres pays et qui fonctionne plutôt bien, c'est la justice restaurative. On a très peu la culture de la justice restaurative encore en France, c'est rendu possible dans le texte, hein, il y a quelques années, mais typiquement sur ce type d'affaires, ça peut, pour certaines victimes, ça peut être participer au processus de reconstruction. Peut-être une dernière question, Anna. Oui. Je voulais vous poser une question. Si la personne et le compagnon de la maman fait cet acte sur l'enfant, mais par esprit de vengeance, est-ce que c'est considéré comme un inceste? Parce que c'est pas le papa, c'est le compagnon quand même. Et la maman ne peut pas faire un délit parce qu'elle ne sait pas qu'une chose pareille peut arriver. Et quand cette chose arrive, elle peut arriver qu'une seule fois et où on perd complètement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on voit le résultat 9 mois après. Alors oui, le beau-père, en tout cas le nouveau compagnon de la mère, c'est considéré comme un inceste. Ça fait partie des personnes où, quand la loi en 2021 a désigné quels étaient les auteurs potentiels d'infractions incestueuses, oui, le nouveau compagnon de la maman, qui n'est donc pas le père de l'enfant, mais du fait qu'il vit avec la maman, du fait qu'il y a une proximité, du fait qu'il exerce une autorité de droit ou de fait sur l'enfant, du fait qu'il partage l'intimité de la famille, qu'il prend donc une certaine place, on considère que c'est une infraction incestueuse. Voilà pour la réponse. Après, il y a toutes les configurations que vous pouvez avoir évoquées, hein, en effet, où est-ce qu'on veut punir pour punir la mère, est-ce qu'on fait du mal à l'enfant? Bien évidemment, on a toutes ces configurations, ça va être, je dirais, le décryptage qu'il faudra faire sur chaque situation. Et oui, il faut qu'on tienne compte de ces configurations particulières pour pouvoir aider la maman à être la plus protectrice possible. Parce que, comme le disait Jean, ce qui va permettre aussi la reconstruction de l'enfant, c'est que la mère, c'est-à-dire l'autre pilier de la protection de la famille, lui dise « je te crois, je suis à tes côtés, je t'accompagne ». Et ça va être aussi important. Et comment on va donner les moyens à cette maman de jouer ce rôle-là. Et prolonger d'un point de vue un peu plus juridique, et c'est un peu au cœur du procès Squarneck, enfin en tout cas ces derniers jours, et rappeler quand même que pour un maltraitance, un crime, enfin maltraitance sur enfant, il y a une obligation de dénonciation de vous, de moi. Hein. On parle souvent de l'article 40, là, vous savez, pour les fonctionnaires, qui a une obligation de dénoncer. Quand il s'agit de maltraitance d'un crime sur enfant, cette obligation pèse sur chacun d'entre nous. Voilà. Et la non-dénonciation est punie d'emprisonnement.
normalement, dans les textes. Voilà. Donc ça renvoie à toute cette question du rôle de l'entourage, etc., qui est très bien dans la presse, et dans la pièce, pardon, et qui là aussi doit susciter, je pense, un vrai débat de société, parce que c'est des sujets très compliqués, on voit bien, il y a des conflits d'autorité, etc., c'est très très complexe. L'affaire La famille Agrandée, de Camille Kouchner, il y a aussi un sujet qui est très très compliqué, puisque le père est au courant de ce qui s'est passé. Père Kouchner. Sauf que son fils, victime, lui demande de ne pas le dire. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous dénoncez, parce que votre fils a subi des violences sexuelles, mais au risque donc de contrevenir à ce qu'il vous a demandé, vous allez donc contre la parole de la victime, avec ce que ça peut-être implique en termes là aussi de reconstruction. Ou est-ce que vous ne dites rien alors que vous savez, ce qui a été le choix de Bernard Kouchner, parce qu'il a respecté la parole de son fils. Enfin, tout ça pour dire, parce qu'on voit bien que c'est des sujets extrêmement complexes. Oui, et c'est vrai qu'on le voit particulièrement dans le procès Le Squarnec, et que la clarification des obligations de signalement, ça fait aussi partie des préoccupations de la commission. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Et peut-être qu'il faut les rappeler, peut-être qu'il faut plus communiquer à ce sujet. Pourquoi pas? En tout cas. Mais ce que je peux dire, encore récemment dans le service, il y a eu une situation d'une jeune fille de 17 ans qui avait été victime d'une agression sexuelle dans une histoire familiale très compliquée. L'agresseur n'était pas un membre de la famille, mais il y avait une ambiance très, très compliquée. Elle était extrêmement fâchée contre moi. Parce qu'elle avait dit, mais moi, je l'ai partagé, mais je ne veux pas que ça sache, etc. Et je lui ai dit, mais vous avez 17 ans, vous habitez à côté de l'agresseur, dans le même immeuble, je ne peux pas, la loi ne me permet pas, et c'est important, vous devez être protégé. Alors malheureusement, elle avait eu déjà des affaires dans le passé assez compliquées. Et ce qui est intéressant, en tout cas dans cette histoire-là, ça a permis tout un travail avec sa mère, ça a permis de... Voilà. Elle est restée très fâchée contre moi. Mais dans l'équipe, elle a des personnes avec qui elle a pu avancer dans ses soins. Et ce que l'équipe m'a dit, mais depuis que tu as été clair et que tu as posé, on l'a vu se détendre, on l'a vu avoir d'autres contacts, même si, effectivement, elle est restée fâchée contre moi pendant longtemps. Et là, dernièrement, je l'ai vu hier, c'est un autre médecin qui a repris le suivi, et c'était intéressant de s'articuler comme ça. Et j'ai vu une jeune fille rayonnante, me sourire. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est des moments... Alors là, c'est le père et son fils, et c'est aussi des situations qu'on voit dans des incestes fratries, avec des parents parfois qui disent, mais bon, qui comprennent pas ce qui s'est passé, et qui se disent, est-ce qu'on va judiciariser? C'est nos deux enfants, comment on va pouvoir continuer à aimer l'auteur, la victime, comment on va pouvoir vivre ensemble? Donc c'est vraiment des situations extrêmement complexes, et là il faut être effectivement avec des gens formés qui puissent accompagner ces familles. Et j'avais une autre idée en tête quand vous avez parlé, c'est l'art, c'est important. Alors attention aussi quand l'art pourrait nous faire penser à des belles histoires de jeunes filles qui séduisent leur beau-père, voilà, etc. C'est aussi le risque. Rappelons-nous quand même qu'on a mis quand même des œillères pendant des années où on trouvait ravissant, charmant qu'une jeune fille de 13-14 ans puisse charmer un vieux monsieur de 50 ans. Ça aussi, ça fait partie des choses à déconstruire. Il n'y a aucune belle chose dans ces relations, dans ce romantisme, voilà, etc. Parce que, voilà, il y a eu des films aussi dans le passé qui nous ont montré de très belles histoires comme ça, où tout viendrait de la jeune fille qui séduit cet homme, voilà. Et ça fait partie des choses à déconstruire. Tout à fait, et en même temps avec une pièce comme ça, qu'on espère justement pouvoir être vue par un maximum de personnes, ça vraiment, c'est aussi ça, l'art de pouvoir expliquer de façon si claire. Je trouve cette pièce vraiment admirable et d'une pédagogie, d'une efficacité vraiment bluffante. Et donc, je vous remercie en tout cas d'être venus. Monsieur Taquet, Madame Croc, Monsieur Franck.